Après 2 semaines de suspension pour cause de crise de carburant, la reprise des cours est prévue pour ce lundi 10 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Une décision saluée mais qui suscite des interrogations face à la persistance du manque de carburant. La France appelle ses ressortissants à quitter le Mali dès que possible, évoquant des raisons sécuritaires. Une annonce qui réveille de vieux souvenirs et provoque à Bamako un mélange de colère et de résilience auprès de la population. En sport, les Aigles U17 du Mali se sont inclinés lourdement face à l'Autriche lors de leur deuxième match de poule de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Une contre-performance qui complique leur parcours dans le groupe L. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Après 2 semaines de suspension des cours décidées pour des raisons liées à la crise de carburant, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Enseignement supérieur ont rappelé officiellement ce vendredi la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 10 novembre. Mais cette reprise se produit au moment où la même crise de carburant demeure. Soumaïla Fadé. Dans des communiqués publiés ce vendredi, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont rappelé que les cours reprendront ce lundi 10 novembre, conformément au calendrier fixé dans leur communiqué conjoint du 26 octobre. La suspension temporaire avait été décidée dans le but de limiter les déplacements et d'atténuer les effets des perturbations logistiques provoquées par la crise du carburant. Je pense que la suspension des cours était largement justifiée parce qu'on avait, que ce soit les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde avait des difficultés pour amener les enfants à l'école. Même si les élèves venaient, tu trouves que souvent les enseignants ne venaient pas. Si les enseignants venaient, il y a certains élèves qui ne venaient pas. La mesure était vraiment justifiée. Donc je pense que les 2 semaines ont été mises à profit pour cette organisation. Et je pense que chacun a tiré maintenant les leçons de cette pénurie. Donc on va essayer maintenant de s'adapter. Toutefois, cette reprise s'effectue dans un contexte d'approvisionnement encore instable. À Bamako, bien que plusieurs stations-service sont en activité ces derniers jours, les files d'attente demeurent longues. Aujourd'hui, même si la situation demeure plus ou moins dans certains endroits, il y a une amélioration. Là, je pense que c'est surtout le côté pédagogique qui a pesé dans ça, en prenant les conséquences qui suivent lorsqu'il y a une fermeture, une longue durée de fermeture des écoles, les conséquences sur le processus d'apprentissage et surtout la venue de l'année scolaire. C'est pourquoi le message que j'ai, c'est surtout à l'endroit du personnel enseignant, mais aussi des parents d'élèves. C'est des moments extrêmement difficiles pour notre pays. Il revient à chacun d'apporter sa contribution, chacun en train de faire le sacrifice nécessaire pour que nous puissions ensemble tenir et dépasser ces moments-là. Et pour cela, l'État, la République a besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Et c'est à cela qu'on appelle l'ensemble de la population, y compris les enseignants. Cependant, certains estiment qu'il est indispensable que chaque acteur de l'école tente de s'adapter à cette situation. Je pense qu'à l'école maintenant, on doit être compréhensif avec le retard maintenant de certains enfants et même souvent, j'espère que ça serait un peu rare, avec certaines absences aussi. Si on voit que c'est un problème maintenant de carburant, donc il va falloir que vraiment nous soyons tolérants là-dessus. Que ce soit les retards, même peut-être quelques petites absences aussi pour les raisons maintenant de carburant. Mais surtout ce que j'ai dit, il va falloir qu'on s'adapte là-dessus. Surtout que les parents, je pense que tout le monde a eu le temps de pouvoir s'organiser et surtout de s'adapter à la situation en attendant que ces difficultés passagères puissent passer. Et j'espère que vraiment ça passera le plus rapidement possible. Dans le communiqué conjoint du 26 octobre, il est indiqué que des réaménagements du calendrier scolaire et universitaire sont en cours de planification pour récupérer les jours de cours perdus entre le 27 octobre et le 9 novembre. Face à la situation sécuritaire au Mali, la France a appelé ses ressortissants à quitter le pays dès que possible. Une décision qui fait écho à celle déjà prise par d'autres chancelleries occidentales et qui ravive le souvenir des grandes heures de la crise malienne. Entre inquiétude diplomatique et sentiment d'injustice nationale, cette annonce suscite à Bamako des réactions contrastées où se mêlent colère, résilience et appel au réalisme. Ibrahim Babi était avec la population pour leur réaction. Dans une note publiée vendredi 7 novembre 2025, le ministère français des Affaires étrangères a demandé à ses ressortissants de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible. Cette recommandation concerne tout déplacement au Mali. Elle précise que les voies terrestres sont fortement déconseillées, les routes nationales étant désormais visées par des attaques djihadistes.
Cette alerte intervient dans un contexte de grave dégradation sécuritaire au Mali. Le signalement de la France fait écho à des avertissements similaires émis par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Ce n'est pas la première fois que la France prend une telle mesure. Déjà en 2013-2014, au début de la crise du nord du pays, Paris avait exhorté ses ressortissants à quitter le Mali face à l'avancée des groupes armés islamistes. Cependant, cette décision aujourd'hui suscite de vives réactions au Mali. Pour Boubacar Diallo, un citoyen lambda, la diplomatie doit primer sur l'émotion. Le ton est plus radical chez Abdoulaye Berté, affirmant que l'on doit appliquer le principe de réciprocité, œil pour œil, dent pour dent. Enfin, pour Fatim Zahra Touré, entrepreneur, cette note de l'ambassade ne doit en rien impacter sur l'état des choses au Mali. Je suis assez neutre sur le sujet, dans la mesure où, vu comment la situation a été dépeinte, je me dis que ça reste quand même comment est-ce que eux, ils voient la situation. Nous, on est dedans, on le vit, on l'a accepté, on est résilient, mais eux, ils ont peut-être cette mentalité à se dire, mais ah non, mais moi, je ne pourrais pas vivre dans un pays où je ne peux pas me déplacer. Entre inquiétude internationale et résilience nationale, le Mali se retrouve une fois encore au cœur d'un équilibre fragile, oscillant entre crise sécuritaire et affirmation de sa souveraineté. Dans un Sahel en proie à une insécurité persistante, les pays de la Confédération AES renforcent leur unité face à la menace djihadiste. Vendredi à Niamey, les ministres de la Défense du Mali, du Burkina et du Niger se sont réunis pour accélérer la création de leurs forces unifiées, une étape décisive pour ces trois pays qui entendent désormais prendre en main leur propre destin sécuritaire dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques et les défis économiques, notamment la crise de carburant au Mali. Ibrahim Babi pour le commentaire. Le ministre de la Défense du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis vendredi à Niamey pour accélérer la mise en place de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, une initiative stratégique qui vise à renforcer la coopération militaire face à la montée des attaques djihadistes et à la crise multidimensionnelle qui frappe la région, notamment la pénurie de carburant au Mali. Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a présidé cette rencontre aux côtés des ministres de la Défense des trois pays, le général Sadio Kamara pour le Mali, le colonel-major Célestin Saint-Poré pour le Burkina Faso et le général Salifou Moudi pour le Niger. Ensemble, ils ont discuté des derniers ajustements nécessaires à la mise en œuvre effective de cette force régionale, symbole de la souveraineté sécuritaire que les nations sahéliennes souhaitent désormais assumer sans appui extérieur. Cette réunion intervient 3 semaines après celle des chefs d'état-major à Niamey qui avait permis de poser les bases opérationnelles du dispositif, entre autres structures de commandement, partage de renseignements et coordination des opérations sur le terrain. Alors que le Mali souffre d'un blocus des importations de carburant imposé par le groupe djihadiste JNIM et que le Burkina Faso comme le Niger continuent de faire face à des offensives répétées, cette coopération militaire apparaît plus urgente que jamais. L'AES entend ainsi démontrer que l'avenir de la sécurité au Sahel se joue désormais entre les mains de ses propres nations. Après une semaine de formation intensive, Mali Blog Academy a refermé ses portes ce samedi 8 novembre. 100 jeunes ont été accompagnés pour renforcer leurs compétences numériques et promouvoir une utilisation plus responsable des réseaux sociaux. Moussa Traoré était sur place pour recueillir les impressions à la fin du programme. Du 5 au 8 novembre, les jeunes blogueurs ont suivi une formation intensive sur la création de contenu, le fact-checking et l'éthique numérique avec un objectif clair: lutter contre les rumeurs et la désinformation. Pour les formateurs, cette initiative va au-delà d'une simple session d'apprentissage. Elle donne aux participants les outils pour vérifier et diffuser des informations fiables et moyens concrets d'avoir un impact positif dans l'espace digital malien. Absolument, ça peut réduire la désinformation. Parce qu'ici, on les a appris à lutter contre la désinformation. Le secret qu'on les a donné, pour lutter contre une désinformation, il faut être informé. Informer veut dire quoi? C'est de suivre l'évolution de tout ce qui se passe autour de soi. Ne pas négliger les domaines en se disant que non, tel domaine ou tel domaine ne m'intéresse pas. C'est de s'intéresser à tout. C'est dans ça seulement que s'il y a une désinformation qui tombe,
vous-même, avec vos propres informations, votre propre base de données, vous pourrez faire les discernements, faire la différence entre la bonne et la mauvaise information, entre manipulation et réalité. L'organisation, portée par Communitas, a assuré tout le dispositif, encadrement, coordination, suivi. Le réseau a joué un rôle clé pour accompagner les participants et garantir que les acquis se poursuivent au-delà de la formation, notamment grâce à une communauté active et durable. Communitas est l'organisation qui porte ce projet en fait. L'idée nous est venue d'un constat que nous avons remarqué. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en ligne mais qui ne savent pas utiliser convenablement les réseaux sociaux. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer cette académie en fait pour que nous puissions avoir les jeunes avec nous, leur montrer comment utiliser les réseaux sociaux afin qu'ils soient des relais en fait pour sensibiliser les gens, transmettre le bon message et également faire d'eux des bons citoyens. Et l'enthousiasme se ressent. Les participantes rencontrées évoquent une motivation forte depuis le début. Elles expliquent avoir trouvé des réponses concrètes pour mieux utiliser les réseaux sociaux, éviter les dérives et valoriser leurs nouveaux acquis au service de leur communauté. Bon, ce qui m'a motivé en premier lieu, étant dans une association où je suis membre de la cellule de communication, on a toujours appelé à utiliser les outils de l'informatique et surtout les modules qu'ils proposaient, à savoir l'infographie, les montages vidéo, comment faire un bon CV. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je me suis inscrite pour pouvoir développer encore de nouvelles compétences qui vont m'aider et faciliter mon insertion professionnelle. C'est d'abord question des informations, comme je disais, j'insiste vraiment sur cette notion parce qu'actuellement on rencontre beaucoup de désinformation. Donc je compte utiliser tout ce que j'ai appris ici d'abord pour vérifier les informations que je raconte et essayer de véhiculer les bonnes informations. Les modules sur la création de contenu m'ont vraiment vivement intéressé. Je compte me lancer cette fois-ci quand même, c'est une décision que j'avais prise mais j'hésitais encore, mais je compte me lancer maintenant en blogging, tout ce qui concerne la création de contenu vidéo. Une semaine intense qui se termine, mais pour ces jeunes créateurs, l'aventure commence peut-être seulement maintenant. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo a indiqué jeudi qu'il ne participera pas aux prochaines élections législatives prévues le 27 décembre. Dans un communiqué publié dans la soirée à l'issue d'un comité central au cours duquel la décision a été entérinée, le PPACI a fait savoir que les conditions d'élection crédibles ne sont pas réunies. Il évoque notamment un environnement socio-politique délétère marqué par la répression, les persécutions et le harcèlement judiciaire, estimant que ces conditions ne favorisent pas la tenue d'un scrutin libre et transparent. Pour rappel, en 2021, le PPACI avait pris part aux élections législatives. Grâce à une alliance avec le PDCI, le parti de Laurent Gbagbo avait alors obtenu 18 sièges. Cette fois, contrairement au PPACI, le PDCI de Tidjane Thiam, son allié au sein du Front commun, a décidé, lui, de se rendre aux urnes le 27 décembre prochain. Passons au sport à présent. Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Les Aigles U17 du Mali étaient sur le terrain ce samedi pour leur deuxième match de poule. Malheureusement, la rencontre face à l'Autriche dans le groupe L s'est soldée par une lourde défaite 3-0. Les détails avec Moussa Traoré. Pour leur deuxième match dans le cadre de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, les Aiglonnais du Mali ont tenté ce samedi de s'imposer face à l'Autriche, mais n'ont pas réussi à trouver la faille. Dès les premières minutes, les Autrichiens ont montré leur maîtrise technique, ouvrant le score avant la mi-temps. Malgré les efforts de nos joueurs pour revenir dans la partie, la défense adverse est restée solide et efficace. En seconde période, l'Autriche a creusé l'écart avec 2 nouveaux buts portant le score final à 3-0. Pour le Mali, cette défaite est un coup dur, mais l'équipe peut retenir de cette rencontre l'expérience acquise face à un adversaire de haut niveau. Les prochains matchs, notamment celui contre l'Arabie Saoudite, seront l'occasion de se ressaisir et de montrer le vrai potentiel des Aigles U17. Un match difficile, mais l'espoir reste entier pour nos jeunes talents, déterminés à défendre les couleurs nationales jusqu'au bout de la compétition. C'est ce qui referme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonsoir.